Hello les amis, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a la chance d'accueillir un nouvel entrepreneur. On est à Bangkok actuellement. Et puis on va rencontrer du coup ce cher monsieur là qui est juste à côté de moi. Salut. Bonjour. Présente-toi rapidement pour que les gens te connaissent. Thomas, entrepreneur, j'ai 42 ans, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise dans les économies d'énergie depuis 2 ans et demi à Bangkok. Alors on va parler justement de ça avec Thomas, la création de cette société ici à Bangkok, mais également toutes ses expériences passées, parce que vous allez le voir, Thomas a été un salarié du coup cadre, voilà, qui a voyagé, etc. Première expérience dans l'entrepreneuriat. Et deuxième expérience, si je dis pas de bêtises, celle-ci. Donc un super parcours encore entrepreneur qu'on va pouvoir voir ensemble aujourd'hui. Plein de tips, plein d'anecdotes à récupérer. Donc c'est parti, on démarre ça tout de suite. On y va. Merci Thomas déjà premièrement de nous rejoindre et de venir partager ton histoire sur la chaîne YouTube. Merci pour ton invitation Enzo. Alors en quelques mots du coup, tu as une boîte aujourd'hui dans l'énergie renouvelable. Qui es-tu? C'est quoi ton grand parcours en quelques lignes? Les études, ton salariat, la première entreprise, etc. Dis-nous un petit peu ce qu'il en est. Alors, j'ai fait mes études, je suis ingénieur arts et métiers. Je suis rentré chez Lafarge. Belle école. Oui, belle école, que j'apprécie beaucoup. Je suis rentré chez Lafarge directement à la fin de mes études. 1 an en Angleterre, 3 ans en Corée du Sud, puis 2 ans en Thaïlande, puis de retour en France, à Beauvais, au Neuil, pas très loin de Beauvais. Très satisfaisant, une société formidable, je garde de très très bons souvenirs avec Lafarge. C'est une société qui vraiment gère bien ses ressources humaines, je pense que c'est important de le signaler. Ouais. Je suis rentré en France après donc 6 ans en expatriation, parce que justement quand on monte dans la hiérarchie, il faut se faire un réseau au sein du groupe, et ce réseau initialement est en France et en Europe. Donc il y a un passage un peu obligatoire en France. Si tu voulais continuer à te développer. Voilà, pour monter en hiérarchie. Et donc tout se passait bien. Et au fur et à mesure, malgré tout, je me suis rendu compte que c'est inhérent, c'est pas typique de cette société-là, ouais. Mais je pense que c'est inhérent à tout gros groupe. Ouais. Plus on monte en hiérarchie, plus on doit faire de la politique. Ouais. Et s'occuper un peu moins du business de tes tâches réel, premières, quoi. Ouais. Et donc du coup, là, ça commençait un peu à me gêner. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien agir, faire du concret, avancer. Mais pas avancer dans des guerres de cadres, faire de la politique. Et j'ai décidé, au même moment, il y avait mon père qui partait à la retraite. J'ai décidé de reprendre l'entreprise de mon père à ce moment-là. D'accord. Donc c'était la première expérience entrepreneuriale. Très intéressant, très enrichissant. On ne s'imagine pas vraiment quand on est salarié, on peut prévoir plein de choses, imaginer plein de choses. Imaginer plein de trucs. On peut faire 10 000 plans. Il n'y a rien qui se passe comme ce qu'on a connu, même si on... Ouais. Voilà. Donc il faut savoir s'adapter, être créatif, faire passer cette créativité au sein des équipes. En France, c'est pas très simple. Après un parcours à l'international, c'est pas toujours évident. On est un peu quand même étouffé par le poids de l'administration, ouais, de plein de choses, sans rentrer dans les détails et sans faire de polémique. Mais on n'est pas vraiment libre facilement, ouais, quand on est entrepreneur. Carrément. J'aimerais rapidement qu'on parle un petit peu de ton parcours là. Tu avais envie de voyager à la base, de faire déjà cette grande école. Pourquoi tu as fait une grande école et pourquoi derrière tu avais envie de bourlinguer et de t'expatrier? Pourquoi j'avais envie de faire une grande école? Il y a peut-être un écart de génération, hein. Il a 42 ans, d'accord? Donc il est sur un moule, il est sur un autre moule. À l'époque, c'était quoi? C'était ça? C'était fait des grandes études et un bon boulot dans un grand groupe? Non, c'était... c'est un mélange de plusieurs choses. Moi, mes parents ont travaillé dès l'âge de 14 ans, donc ils n'ont pas fait de grandes écoles. Ouais.
Mon grand-père était jardinier, mon père était ouvrier, puis il est passé d'ouvrier, il a monté sa boîte jusqu'à 150 personnes. Ma mère a toujours travaillé dans la boîte et tout, donc je ne fais pas partie d'une famille où le moule c'est soit ingénieur, arts et métiers ou une autre grande école. C'était pas vraiment le moule, c'est simplement que j'ai eu la chance. Un jour, il y a un prof de maths, je crois, qui m'avait expliqué un peu. Ça marchait relativement bien à l'école, donc il m'a dit que ce serait pas mal, c'est quelque chose qui t'intéresserait parce que c'est technique. Je suis passionné de Formule 1, de mécanique. Déjà à la base. Et les arts et métiers, voilà, c'est une école qui est quand même très technique, concrète, industrielle. Et plus je me renseignais, plus je me suis dit, ça m'intéresse vraiment. Ça te match, ok. D'apprendre, c'est vraiment du concret. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de rentrer. Alors on rentre pas comme ça, quoi. Faut s'accrocher, se battre, les classes prépa, puis l'école, et puis quand on en sort après. Après ça roule, quoi. Voilà, et donc, on rentre dans une belle boîte. Tu te voyais du coup faire ce parcours, industrie, grosse société, maillon d'une chaîne, c'était très bien pour toi. Je voulais rentrer à la base dans la Formule 1 et j'ai fini dans le plâtre. C'est presque pareil. C'est presque pareil. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément le métier en lui-même qui est le plus important, c'est vraiment ce qu'on aime faire, les relations humaines. Ce que toi tu fais avec. Voilà, et ce qu'on arrive à développer avec les gens, qu'on fabrique, qu'on monte une Formule 1, ou qu'on construise une usine de plaques de plâtre, ou qu'on sorte un produit innovant, mais finalement, c'est pas bien différent. C'est très différent dans le produit lui-même, mais dans la méthode et dans le processus. Je trouve que c'est ça qui est passionnant, quoi. Génial, ouais, carrément. Et donc tu t'es épanoui en tant que salarié pendant plusieurs années. Exactement. Ouais. Tu te voyais faire ta carrière, tu te voyais faire ta vie. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler, que ce soit en Angleterre, en Corée du Sud. J'ai rencontré plein de gens passionnants, avec des cultures mais extrêmement différentes, que ce soit en Angleterre. Je pense qu'il y a beaucoup de Français en Angleterre. Maintenant, il y a quand même une culture très différente. En Corée du Sud, c'est pareil, début des années 2000, je veux dire, ça devait être dingue. C'était, vu déjà encore. Il n'y a personne qui parlait français, je leur apprenais l'anglais, ils m'apprenaient un peu le coréen, on a commencé à parler avec des signes, et puis finalement on apprend à lire un peu, et puis finalement c'est génial ce qu'on arrive à faire avec les gens, quoi. Top. Et puis en Thaïlande pareil, l'ouverture d'esprit, et voilà, pour moi, voilà, c'était... Est-ce que le voyage t'a plus forgé que l'école, ou l'inverse? Je pense qu'on apprend des choses vraiment différentes. Ce que j'ai appris à l'école, j'aurais pas pu l'apprendre ailleurs, parce que on apprend des choses hyper pointues, très techniques. C'est fantastique. Moi, dans ma promo, j'ai des gens qui travaillaient dans la Formule 1, à l'époque chez Prost Peugeot. J'ai des gens qui ont fait de la finance, j'ai des gens qui ont fait de l'informatique, du conseil, de l'audit. Il y a d'autres entrepreneurs, il y en a qui sont dans le bâtiment, il y en a qui... Donc c'est vraiment fantastique ce qu'on apprend d'un point de vue technique, management, en termes de compétences. Ce qu'on apprend en travaillant à l'étranger, c'est complètement différent. C'est plus du management, du relationnel, comment on fait bouger une équipe. On peut avoir un objectif, un produit avec des ingénieurs qui ont dessiné, il faut faire ce produit dans cette usine, donc il faut faire l'usine pour ce produit, mais on n'y arrive pas tout seul, quoi. C'est toujours une équipe et il faut mener une équipe. J'ai eu l'opportunité par exemple d'implanter des systèmes de suivi de qualité dans des usines en Indonésie, en Malaisie. Ça se passe pas pareil que quand on installe le même système en France, quoi. Le système il était fait en France, il faut l'installer dans d'autres usines. Il y a une comment dirais-je, une problématique culturelle à intégrer. Ouais. Et c'est là où on apprend. Ce sont pas des compétences techniques qu'on apprend sur les bancs d'une école. Quelle que soit l'école, ça s'apprend sur le terrain.
en étant face à des situations réelles, quoi. Et justement, en ce moment, il y a beaucoup de débats, là, que ce soit sur Internet et physiquement, sur un petit peu la mort de l'éducation traditionnelle et surtout le fait que, est-ce que l'école est vraiment utile pour des gens qui veulent devenir entrepreneurs? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ton parcours scolaire t'aide aujourd'hui à entreprendre? Oui. Oui. Alors, j'ai eu la chance, je dis bien la chance, d'assister à une conférence de Oussama Ammar sur le sujet, très particulièrement. C'était sur l'ubérisation de l'économie. Ouais, génial cette conférence. C'était fantastique. C'était fantastique et il y a eu toute une partie de la conférence sur l'éducation, le système éducatif. Et effectivement, c'est en train d'évoluer très vite. Il y a beaucoup de contenu online. Il y a beaucoup d'universités online. Les Américains ont plus d'étudiants à l'étranger, en Inde, qu'aux États-Unis sur les bancs de leur école. Donc oui, c'est en train de bouger. Et il avait donné l'exemple qui est très très parlant, très simple. À l'époque, enfin la génération avant moi, on va dire, quelqu'un qui a besoin d'aller voir un médecin pour un problème de santé particulier, il va aller voir le médecin le plus connu, le plus réputé, qui va être certainement le plus âgé, qui a le plus d'expérience, qui est le plus renommé dans la région. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, l'échange et la connaissance avancent tellement vite qu'un étudiant qui rentre en médecine et qui sort 10 ans après, quand il sort, il est déjà outdated. Ouais. Il est déjà dépassé parce qu'en 10 ans, il s'est passé déjà tellement de choses que... Donc, finalement, oui, c'est important d'apprendre de manière traditionnelle, alors que ce soit derrière un ordinateur ou sur les bancs d'une école. Je pense que c'est quand même mieux sur les bancs d'une école, parce que ça permet de socialiser. On ne passe pas notre vie derrière un écran ou un ordinateur. Si on arrive à faire avancer, c'est avec les gens, donc c'est bien d'être... Puis ce qu'on apprend sont vraiment des compétences réelles qui datent peut-être de Pythagore, Thalès, tout ça, mais s'il n'y a pas ça, on ne serait pas allé sur la Lune et on n'aurait pas des data centers comme on a aujourd'hui. Donc oui, c'est important, mais ce qui est aussi surtout important, c'est de continuer à apprendre tous les jours. De ne pas imaginer que parce qu'on est ou diplômé ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui fait notre richesse. C'est on apprend, mais tous les jours. Génial. Chaque minute, on apprend et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, je pense. Ouais. C'est très bien, j'adore la réponse. Et donc du coup, j'imagine que tu étais très bien payé quand tu étais salarié. Finalement, c'est venu de où le fossé entre je suis salarié, tout va bien dans ma vie, oh putain, je pars à la guerre, je mets mon casque et on repart dans un truc que je ne connais pas, alors que j'imagine qu'au bout de plusieurs années de métier, même si tu as bougé, tu étais quand même dans une certaine maîtrise de ton boulot, et là tu reclaques tout. Tu avais bossé avec ton père, tu avais suivi son job, comment ça se passait tout ça? Comment ça s'est passé? Quand j'étais salarié, c'était un petit paradis, quoi. Quand tu penses. Déjà, l'Angleterre, la Corée, la Thaïlande, géographiquement, c'était fantastique, avec des cultures, des gens extraordinaires. Le confort de se dire, tous les mois, même si je fais une boulette, je vais avoir le salaire à la fin du mois. Je garde d'excellents souvenirs de mes patrons. Je pense notamment à Daniel, par exemple, c'est un peu comme un second père. Ce sont des gens qui ont été moteurs, mais qui étaient des entrepreneurs au sein d'un grand groupe, en fait. Et c'est ça qui me motivait. Tu as été mentoré à l'intérieur. Voilà, exactement. Et ces gens-là, je les oublie pas, on est en contact régulier, ce sont des gens exceptionnels. Et c'est là où, au fur et à mesure, quand on monte dans un groupe qui évolue, qui grandit très vite dans le monde aussi, le passage, faire de la politique pour y arriver, faire la guéguerre des cadres pour avancer, c'est pas du tout dans ma nature et dans mon état d'esprit. Moi, je suis quelqu'un, je veux avancer, entreprendre, pouvoir réaliser des projets pour une belle raison. Et c'est ce que j'ai entrepris quand j'ai repris l'entreprise familiale. J'ai poursuivi une aventure. L'entreprise était créée en 80. Je l'ai repris en 2007. C'était un projet de continuer, de travailler avec... j'avais mon bras droit, il m'a vu naître. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? C'était quoi ton challenge?
quoi les raisons pour abandonner ta vie qu'elle est bien à je pars dans l'inconnu familial, quoi? Il y a plusieurs raisons. Quand on fait les études, on n'est plus dans le giron familial. J'étais à Aix-en-Provence, puis à Paris, puis après, Le bout du monde. 9-10 ans chez Lafarge, à l'étranger, on voit pas souvent sa famille, et puis le temps passe, et puis quand on a la chance d'avoir une famille qu'on aime, qui nous aime, on se dit, bon, finalement, c'est pas mal de revenir à ce moment-là, de retrouver un peu sa famille. Puis, effectivement, je me suis dit, bon, je reprends l'entreprise. J'ai passé toute ma carrière à l'étranger. J'avais pas forcément dans l'idée de forcément rester à Nice, cloisonner ici. Et je me suis dit, de toute façon, si tu veux faire ça, ça tient qu'à toi de mettre ce qu'il faut mettre en place, de faire ce qu'il faut mettre, de faire ce qu'il faut faire pour aller à l'étranger, essayer de développer et de voir comment ça se passe. Donc, ce qu'il y a de formidable quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut avoir des rêves et on peut compter et maîtriser les risques, mais on peut faire ce qu'on a envie de faire. Ouais. Alors ça se fait pas tout seul, ça se fait avec des équipes. Il faut savoir fédérer, il faut savoir communiquer cet enthousiasme et y arriver. Donc voilà, c'était... Est-ce qu'il y avait cette notion de legacy en anglais, je sais pas si je l'ai en français, genre je sais pas, de faire prolonger un petit peu les racines familiales et de développer l'entreprise de ton père? Bah, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de ça. On a tous, on se dit, voilà, je suis fier de ce qu'a fait mon père. Il est parti de zéro, il est arrivé, il a construit une belle entreprise. On la reprend, on se dit, bon, T'avais cette fierté. C'est bien, c'est quand même une fierté. C'est aussi un sacré poids quelque part. Parce que prendre quelque chose qui a marché, c'est pas... Faut pas faire moins bien, quoi. Faut pas faire moins bien. Bon, et puis après... Tu penses que tu étais fait pour être entrepreneur quand tu te lances comme ça, que tu es salarié? Est-ce que tu penses que tu avais cette vision de l'entrepreneuriat, comme l'avait ton père, peut-être qu'il te l'a transmise? J'en sais rien, je pense que c'est quelque chose qui... Non, mais... J'ai cette chance, comme je disais, d'avoir eu toujours des patrons, que ce soit chez Lafarge, qui étaient eux-mêmes des entrepreneurs, qui me laissaient une grande liberté. Okay. Quand j'étais en Corée du Sud, Daniel était à Séoul, moi j'étais à Ulsan. J'étais le seul blanc de la ville. J'avais des objectifs énormes à atteindre et tout. J'arrivais à tout faire parce que je m'entourais des gens, mais on me laissait... Tu étais déjà un entrepreneur dans un grand groupe, voilà, toi aussi. Mon domaine de liberté, donc je pense que j'ai réussi à faire mes preuves parce que généralement dans les sociétés on ne laisse pas les gens faire ce qu'ils veulent à distance dans des pays où on vient d'intégrer une business unit par exemple. Donc, mais grosso modo voilà, c'est un peu ça que je faisais déjà quand j'étais à l'étranger. Après en France on est un peu plus dans un... Quand on est dans une société, dans un conformisme hiérarchique. Donc ouais, mais finalement même sans le savoir j'ai toujours été un peu entrepreneur parce que je bossais autant quand j'étais salarié qu'aujourd'hui, je me donnais autant, quoi. D'accord. Bon, peut-être pas autant, parce que je faisais pas du 7 sur 7, mais dans l'âme et dans l'esprit, c'était la même chose. C'était quoi ta vision de l'entrepreneur idéal, le mec qui t'inspirait vraiment en matière d'entrepreneuriat? Est-ce que tu faisais ça pour la liberté, pour l'idée des hommes? C'était quoi un peu ta vision parfaite quand tu as choisi de partir là-dedans? Parfaite. Bah, c'est un grand mot, mais je veux dire un mec qui t'inspire, quoi. Tu te dis ouais, ça c'est un entrepreneur, quoi. Ça me plaît, ça me parle. Ouais, par exemple, je vais te dire, c'est un mec avec des couilles, quoi. Un mec qui prend des décisions et qui bam, tu vois, ça, moi, ça me scotche, tu vois, ça m'impressionne. Il y a les grands noms, des grands entrepreneurs internationaux. Il y en a à l'appel et j'en suis beaucoup. Ceux qui ont réussi. Qui ont fait d'Apple ce qui est Apple aujourd'hui, qui ont fait de Virgin ce qui est Virgin aujourd'hui. Je veux dire, oui, c'est extraordinaire, mais quand il y a aussi des millions de petits entrepreneurs qui se donnent autant, qui prennent autant de risques, qui sont pas connus et qui sont tout aussi
des modèles et des exemples. Bien sûr, tout à fait d'accord avec toi. Alors tout le monde ne réussit pas, mais... C'est pas pour autant que c'est pas inspirant. Voilà, l'objectif, je pense que c'est en soi, on se donne nos propres objectifs, on se cale pas sur, voilà, je veux être Apple de l'économie d'énergie dans 5 ans. Peut-être que ce sera le cas, mais ce qui fait avancer, en tout cas en ce qui me concerne, ce qui fait avancer, c'est pas de se donner des objectifs en termes de succès, je dirais même financier, c'est pas à cette échelle-là des rêves, je dirais, c'est même plus des objectifs, ce sont des rêves. C'est le fait de faire avancer ce qu'on a, de voir où on est et comment le faire progresser pour essayer de drainer un maximum de personnes autour de ça, former une équipe et essayer d'avancer au maximum pour faire avancer que tout le monde soit heureux. Moi, c'est quand même un partage, c'est une aventure commune. Je suis le moteur, je suis l'instigateur, je suis celui qui donne les objectifs à plus ou moins long terme, qui met en place les outils, les compétences, le développement pour essayer d'y arriver. Ouais, je rêve de sauver la planète en réduisant de 25% les factures d'électricité de tout le monde et de réduire le CO2. Oui, ça c'est un rêve. Le rêve, c'est pas de devenir le Virgin de l'économie d'énergie. Le rêve, c'est plutôt essayons de sauver la planète et voir ce qu'on peut faire. Et si on essaie de le faire bien et avec son cœur, je suis convaincu qu'on peut y arriver et convaincre les gens d'y arriver. Génial. Mais c'est simplement, peut-être qu'on va arriver à être numéro 1 mondial. Mais je pense que si l'objectif c'est de devenir le numéro 1 mondial, le chemin pour y arriver, c'est pas le même. Et je suis pas certain que ce soit la même, qu'il y ait le même, comment dirais-je, même engouement. Que le même engouement des gens qui travaillent avec soi autour. Je suis carrément d'accord avec toi. Tu as défini un truc intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui courent après un résultat. Et il y a beaucoup de mentors aujourd'hui que je suis qui donnent plutôt, au lieu de mettre ta target là en matière de résultats, give, quoi, donne, fais-les avec les bons sentiments, avec les bonnes valeurs. Et dans tous les cas, si tu dois y arriver, tu y arriveras. Et c'est un peu ce que tu as donné et je trouve ça très très cool. Aujourd'hui, avec un peu ton recul, ton parcours, si tu devais recommencer un projet de zéro et qu'on pourrait comme ça définir un espèce de processus de la réussite, 3-4 étapes qui te paraissent essentielles aujourd'hui quand tu veux mener un projet à bien, ça serait quoi? En partant de zéro, tu es un nouvel entrepreneur, tu es tout jeune nouvel entrepreneur, peu importe ton âge d'ailleurs, on s'en fout, les jeunes dans le process de l'entrepreneuriat. Par contre, tu as ton background avec toi, tu l'as gardé et tu dois recommencer, qu'est-ce que tu fais? Essayer de tirer les leçons du passé, de l'expérience qu'on a pu avoir. Avoir un rêve. Ok. Avoir un rêve, c'est important parce qu'après le rêve, on peut le décliner en objectif, Génial. C'est ce qui permet d'avancer. Étape 1, avoir un rêve. Plusieurs étapes. Pour se lancer, avoir un rêve et des idées, c'est très bien. Mais il faut savoir quand même que tous les plans qu'on peut faire avant d'avoir commencé vont être chamboulés. Donc il faut avoir toujours un conscience de savoir prendre le recul nécessaire. Et c'est peut-être la partie la plus difficile, de se contraindre à prendre le maximum de recul une fois par mois pour essayer de voir une vision globale et de se dire voilà, on fait tous des business plans et voilà ce qui était prévu, voilà où on en est aujourd'hui, de faire le constat qu'il y a des écarts, de mesurer ces écarts et réussir à prévoir qu'il faut quand même un sacré capital avant que l'affaire soit rentable. D'accord, donc bien toujours prendre cette notion de prendre du recul sur les plans prévus et essayer d'avoir une vision macro un peu stratégique comme ça tout le temps sur les chiffres, etc. Ça, avoir un rêve, avoir une vision macro, prendre du recul et c'est tout? C'est bon, ça marche? Non, c'est beaucoup de travail.
ça c'est... T'es dans la catégorie des travailleurs, toi, des workers? Ouais, j'ai jamais réussi facilement. Quand j'ai voulu rentrer aux arts et métiers, ben, il a fallu que je m'accroche pour y arriver. J'avais personne à la maison qui était ingénieur pour m'aider ou me corriger. Non, il a toujours fallu travailler dur, et quand on est entrepreneur, il faut surtout pas, enfin ouais, si on a dans l'idée de regarder la montre, de dire quelle heure il est, C'est l'heure je de dois l'apéro. rentrer, voilà, l'heure de c'est un l'apéro. apéro ou quoi. Non, il faut avoir une totale liberté de soi pour vraiment être 100% dans l'entreprise. Committed, dédié et work. Complètement. Enfin, je veux dire, c'est pas rare que je fasse un mois complet sans week-end complet, sans week-end du tout. Mais ça me pèse pas. C'est ça, ouais. c'est comme ça. J'ai pas l'impression de travailler. You do what you like. C'est Tu on- fais c'est ce que on- t'aimes, tu fais ce qui te... Voilà. Ok, donc Si, 3 étapes, il du faut coup, tu faire ce- donnerais avoir un rêve, vision macro, prendre du recul, work, Ouais, hustle ouais, hard ouais. et donne dedans. Génial, ça me Si paraît cohérent. on a beaucoup de capital à la base, ça peut aider. Ah, l'argent Je pense aidera que- toujours à un moment donné. Mais Voilà. je préfère quand on donne ces moules-là, effectivement, Non. de ne pas parler de fond. C'est vrai que moi je suis Mais- beaucoup plus excité par les gens qui partent de rien. Pourquoi? Parce qu'il faut naviguer, il faut être un peu un pirate psychologique pour trouver des solutions pour faire sans sous. Et même si, bah voilà, au deuxième projet, quand tu auras gagné de l'argent, si tu as réussi à le faire sans sous, j'estime que tu apprendras à le faire avec des sous, quoi. Mais effectivement, j'aime bien partir d'un capital zéro ou proche, surtout pour pouvoir toucher le maximum de gens. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avoir de l'argent, bah, c'est une minorité de la population. Et puis je me retrouve aussi là-dedans, tu vois. Donc, mais oui, c'est sûr que quand tu as du capital, après, tu vois les choses différemment. Et tu vois les choses différemment. Hein. Tu vois les choses différemment dans le sens où tu as une mise de départ et tu n'en as pas deux, quoi. C'est-à-dire avec ça, il faut arriver au bout du rêve. Ok. Il y a aussi ce challenge, quoi, aussi, Et finalement. ce capital de départ-là, généralement, tu as travaillé pendant 15 ans, 10 ans, 20 ans, 5 ans, quelle que soit la durée. Généralement, tu as travaillé pour avoir cet argent. Il y a rarement de l'argent qui tombe du ciel. Mais Quoique c'est dans quand le même milieu des aussi... startups, Oui, non, mais ouais, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que quand tu as un capital de départ, une mise de départ, quel que soit le montant, c'est même pas une question de montant, c'est une question de principe. C'est-à-dire que c'est toi qui l'as amené, qui a travaillé, et tu t'as dit, bon ben voilà, ça, plutôt que d'acheter un appartement, ou d'acheter une voiture, ou partir en voyage, On va ou capitaliser. n'importe quoi, et ben ça va partir à essayer d'arriver au bout de mon rêve. C'est toi qui l'as mis cet argent. Ok. Quand tu pars de zéro et que tu arrives à essayer à construire ton capital, et au fur et à mesure que ton capital grossit, et que parce que tu as des idées, tu pars de rien, et puis tu fais une première vente, tu arrives à... Tac. Ça c'est un... On sent beaucoup de vécu, là. Ouais, non, mais c'est un parcours intéressant parce que tu connais ta responsabilité, vu que c'est toi. T'as le goût du... Voilà. T'as le goût de l'argent pas facile. Aujourd'hui, il y a un autre schéma qui est dans beaucoup de startups. Qui me plaît pas, tu peux y aller. Non, mais moi je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'idées. Je fais aussi partie d'un club où on fait ça, Bangkok Business Angel. Donc, c'est intéressant de voir ces projets-là, des gens qui sont ultra motivés, qui sont pleins d'idées, qui ont des super rêves et qui demandent des fonds pour commencer. Mais mais bien souvent, on essaie de... Alors, ça peut paraître prétentieux, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont énormément d'expérience, bien plus que moi, et qui ont cette vision-là et qui peuvent passer du temps à essayer justement d'aider, mais pas forcément financièrement, mais à mentorer, à essayer de monter un projet, c'est ce que vous faites essayer de structurer, dans le voilà. Bangkok Business Angel, ouais. Exactement. Mais moi, ça, je trouve ça très bien. Par contre, moi, aujourd'hui, la réponse que j'ai à ça, c'est bootstrap. C'est arrête de vouloir lever sur PowerPoint, c'est créer une traction, créer de l'argent, créer des premiers prospects et lève après.
Moi, je suis pas d'accord d'arriver. Les fonds de la BPI, etc. Il paraît qu'ils sont positifs sur le fond, mais je sais. Mais non, mais je suis pas d'accord parce qu'en fait, à partir du moment où tu as envie de développer une app, il te faut 50 000 euros, va pas prêcher en fait. Genre, démerde-toi, apprends le code, fais une première version, fais un MVP, crée une traction, et là, va chercher 50 ou 100 ou 200, tu pourras chercher beaucoup plus si tu as créé une première traction. En fait, je supporte pas cette idée de dire hey, coucou, j'ai une idée, je vais gagner de l'argent. On n'est plus dans les années 90 à la Silicon Valley où le portefeuille tournait à fond, tu vois. Et il y a tellement plus de mérite quand tu as croché ta niche, quand tu as croché tes clients, que tu as été trouvé un besoin, que tu as commencé à y répondre par toi-même. Okay. S'il faut que tu t'ouvres 50% de ton capital à un associé parce que tu sais pas développer, bah fais-le. Qu'elle soit pas selfish, tu penses, t'as l'idée, t'as rien révolutionné du tout. Aujourd'hui, des gens qui ont des idées, on a des tonnes. Par contre, des mecs qui font des choses, ça, il en manque. Et donc, je trouve ça trop facile, ce levier avec des fonds publics en plus qu'on a, par exemple, en France. Ah ouais, ça, moi, ça me fait un peu mal au cul. Voilà pour le petit débat. Désolé pour l'animosité, mais c'est un sujet qui me plaît. Je pense que la situation en France, je sais pas si on prend le problème par le bon côté, mais bon. Ouais. Ce serait quand même plus simple d'enlever des brides que d'essayer de rajouter du carburant si on laisse la bride, quoi, à mon avis. Mais bon, c'est pour ça que c'est peut-être plus simple aussi dans d'autres pays. Là, on est en Asie, mais le monde est grand. Le monde est grand, ça c'est beau. Selon toi, quelles sont les compétences ou les traits de caractère que tu as dû développer ou que tu as dû créer complètement pour être un bon entrepreneur? Compétence, je pense la capacité de travail, c'est important. Alors c'est peut-être pour compenser d'autres lacunes, même certainement. C'est bien d'en être conscient déjà. Même certainement. C'est quoi ta force aujourd'hui? Ma force aujourd'hui, c'est, je pense que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de lacunes, notamment côté commercial. Je te demandais ta force, on s'en fout de tes lacunes. C'est quoi ta force? Ma force, c'est de reconnaître, de savoir, essayer de prendre ce recul et de se dire bon, où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis moins bon, et de réussir à trouver des gens formidables qui sont là pour nous aider. Là, au sein de Bangkok, de la communauté française à Bangkok, il y a des gens exceptionnels qui donnent des conseils amicalement, qui motivent, qui coachent, et je trouve que ça c'est une force de savoir, de pas se dire qu'on est arrivé. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. On doit apprendre, on apprend tous les jours. Si on reste convaincu qu'on a la meilleure idée du monde, qu'on est le meilleur ingénieur du monde ou le meilleur médecin du monde, si on est médecin ou n'importe quoi, et qu'on n'est pas capable de prendre du recul et de voir où sont nos faiblesses, et d'essayer de trouver des gens qui sont là pour aider à combler les trous. À combler les trous. Donc aujourd'hui, tu dirais que ta capacité, avancer, ça avance vite, le monde, ta capacité à te remettre en question et ta capacité à t'entourer, du coup, tu dirais que c'est les deux qualités que tu as développées qui font la différence? C'est ça, ouais. En gardant cette vision. Rêve. Ouais. Génial. C'est pas mal, ça me parle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie? Est-ce que si tu étais resté ingénieur, tu gagnerais mieux ta vie? Aujourd'hui, est-ce qu'on est un entrepreneur précaire? C'est ça. Est-ce qu'on gagne pas d'argent quand on est entrepreneur? Oui. Oui, ça arrive. Il y a pas. Je veux dire, là, je suis reparti sur une nouvelle aventure, retour en Asie et repartir de zéro, travailler plus sur les économies d'énergie, tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le capital de départ du travail qui n'est pas, c'est pas faramineux, mais le temps de lancer une entreprise, partir de zéro, ce que tout le monde dit, c'est entre 3 et 5 ans, quoi. Là, je suis à 2 ans et demi, c'est bien parti, mais pendant toute cette période-là, t'as bouffé du riz et du poulet? Non, mais alors après, c'est un choix de se dire, je veux dire, quand on travaille pendant 2 ans sans prendre de vacances, bien souvent 7 jours sur 7, il faut savoir qu'on est quand même que des êtres humains et qu'on a besoin d'un minimum de confort. Donc après, c'est un choix. Moi, je préfère avoir un minimum de confort parce que je sais que ce que je vais donner derrière, c'est énorme. Si j'ai pas ça,
j'y arrive pas. Il faut savoir, il faut se connaître. Il faut se connaître. Il y a des gens qui sont capables de faire, comme tu dis, l'image du bol de riz. C'est bien. C'est pas, je juge pas, mais c'est une question de répartition de la mise de départ. Dire voilà, moi je sais que c'est un travail de longue haleine, je sais l'énergie que je vais mettre, j'ai besoin de ça. Bon, je prends pas de vacances pendant 2 ans, 3 ans, le temps qu'il faut. Samedi, dimanche, je sais pas ce que c'est. Bon, ouais, t'as décidé de faire l'entrepreneuriat voilà. à la dure, quoi. Pas de voiture, j'ai rien, mais voilà, au moins voilà, je mange. Et donc aujourd'hui, tu as bien gagné ta vie avec le salariat, avec l'entrepreneuriat. Là, tu es dans une phase de renouveau. Tu sais te serrer la ceinture. C'est ce que tu es en train de nous dire, quoi, en gros. Ah oui, complètement. Bah, là, au jour d'aujourd'hui, ouais, je gagne mieux ma vie en tant qu'ingénieur salarié qu'en tant qu'entrepreneur. Où, bah, par contre, ça fait 2 ans où il y a pas de salaire, quoi. potentiel, il est comment, du coup, si tu te sacrifies, c'est pourquoi? Si je me sacrifie, c'est que je sens que le rêve est accessible et que c'est pas... C'est pas en euros que tu vas aller chercher ton kiff? Non, c'est voilà, c'est en termes de réussite, quoi. Là, on est sur un produit qui est super innovant, dont j'ai l'exclusivité, qui est fantastique et qui résout un problème pour notre planète simplement, de manière durable, cool, qui est garantie 20 ans. Ça me fait beaucoup plus kiffer. Que de me dire je vais me faire 1 million dans 2 ans si je prends pas de vacances pendant 2 ans, tu vois ce que je veux dire. Ouais, totalement. C'est pas la paix de l'argent qui me fait avancer, ça viendra après, quoi. Naturellement, ça doit venir, ça naturellement. Alors oui, c'est sûr que c'est des sacrifices de pas se prendre de salaire pendant 2 ans, bah ouais. Ça fait un petit stress quand même. Ça va faire écho à la question d'après. Souvent, on dit que l'argent apporte tout, apporte le bonheur. Donc, du coup, moi, je suis ce genre de question. Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Puis après, est-ce que tu es heureux, du coup? Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Oh oui, je suis heureux. C'est ça? Je suis heureux de pouvoir faire tout ce que je fais. Je suis heureux d'être dans un pays où, quand on frappe aux portes, elles s'ouvrent. Où qu'on soit inconnu au bataillon, les gens, on leur exprime une idée, on leur montre un truc très innovant, disruptif comme on dit aujourd'hui, ils vont écouter, ils vont regarder, ils vont donner une chance, ils vont dire tiens, tu veux, fais un essai. Là, on a fait pendant 7 mois des essais à l'ambassade de France. Jamais j'aurais imaginé, si on compare ce qui est comparable, en France, l'ambassade ce serait l'Elysée, quoi. Jamais j'aurais imaginé, même avec une entreprise qui a 30 ans d'existence, pouvoir rentrer dans ce type de sphère. On est tous dans des schémas, voilà, on sait que tel grand groupe de construction travaille avec telles entreprises, tel autre avec telles entreprises, les hôteliers travaillent avec ces entreprises-là. Pour intégrer ces milieux-là, c'est beaucoup moins simple, en tout cas en France, de mon vécu, que par exemple ici en Thaïlande, où on est rentré chez des groupes comme Accor. On a des contacts dans des grandes boîtes thaïlandaises aussi, internationales. Les gens sont ouverts, ils écoutent. Et c'est ça rend heureux, parce que ça rend le rêve possible. Parce que quand on a un produit fiable, même s'il n'est pas du tout connu et qu'on ne s'appelle pas Schneider ou Legrand, on se dit, mais ouais, ça peut marcher, parce que les gens sont curieux. Puis en même temps, il y a quand même une sacrée problématique énergétique, quoi. Okay. Donc ça, oui, ça me rend heureux. Si tu pouvais prendre la voiture de Doc et Marty et faire un retour en arrière il y a 10 ans, tu te dirais quoi? Un retour en arrière il y a 10 ans, waouh. Retour vers le futur. Retour vers le futur? Pour changer des choses ou Ce que tu veux. Tu as la possibilité maintenant de retourner vers toi il y a 10 ans. Une phrase, 2 phrases, tu dis quoi? Je sais pas, je suis franchement, aujourd'hui, je suis content d'être dans cette phase-là. Je suis ravi d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés, qui m'entourent dans la communauté ici à Bangkok, que ce soit des Thaïs, des Français, des étrangers. Changer quelque chose, pourquoi? Pour rendre les choses plus faciles, mais de ne pas rencontrer ces gens-là et d'essayer de ne pas avoir cette même énergie, non? Tu veux dire, vas-y, fonce gamin, c'est bon?
Ouais, si je pouvais faire la même chose en prenant 2 jours de congé par semaine, je le ferais, ouais, mais bon, Tu te raconterais ce qu'il faut faire pour aller plus vite et mieux. Je suis pas sûr que, voilà. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu aurais un conseil, une ressource à partager pour les gens qui suivent cette vidéo, ceux qui veulent se lancer ou ceux qui veulent faire exploser leur business? Faut pas avoir peur de travailler. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, mais qui va se passer à l'action. Voilà, et ça demande quand même beaucoup d'huile de coude. Alors c'est peut-être une vieille expression d'un autre temps, mais qui se comprend toujours, je crois. Mais voilà, il n'y a pas de réussite sans travail. Même avec énormément de travail, la réussite n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a toujours des hauts et des bas. Il faut savoir qu'il y a des hauts et des bas pour arriver à se gérer aussi, parce que bon. Mais ouais, il faut travailler. Donc remontez vos culottes, les amis, et mettez-vous à travailler. Alors rapidement, parlons un petit peu French Tech Thailand et puis BBA. French Tech Thailand, tu en fais partie. Oui. C'est quoi? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on y trouve? Dis-nous un petit peu ça. Bon, on y trouve énormément d'entrepreneurs. Et il y a énormément d'entrepreneurs à Bangkok, de la communauté française et étrangère aussi. On se réunit tous les mois. Il y a des sujets qui sont abordés, présentés par des experts. On apprend énormément. Ça fait partie de la culture de s'informer, de voir ce qui se fait, de voir comment le monde évolue, les nouvelles technologies, dans la fintech, dans le médical, dans l'imagerie, dans l'art. Des sujets passionnants qui sont abordés tous les mois. Avec un organisateur exceptionnel qui s'appelle Emmanuel Fauvel. Salut Manu. Et qui met aussi énormément d'énergie là-dedans. Et voilà, c'est dans le partage, c'est dans le don de soi. Quand on donne pas que pour... Enfin, comme je disais, c'est un peu... On a notre rêve, mais on draine aussi les gens autour. Et les gens vous apportent, et si on donne, on donne avant de recevoir, quoi. Et c'est un peu dans ce schéma-là. Et Bangkok Business Angel, c'est pareil. On se réunit tous les mois. Il y a des cadres dirigeants, des entrepreneurs, des retraités. C'est axé sur... il y a 3 thématiques. Il y a le Business Angel pur et dur, où on étudie des dossiers, on aide les gens. Il y a éventuellement, s'il y a des gens intéressés, il y a un financement possible par des individus. Mais c'est essentiellement pour aussi aider beaucoup à construire un projet qui tienne la route, essayer de... Éducation et mentorat. Voilà, si on peut éviter un gars qui a une bonne idée, qui a vraiment envie, on sent qu'il y a une personnalité qui a vraiment cette envie et cette capacité de travail aussi, parce que malgré tout, c'est ça, ouais, si on peut lui éviter des petites erreurs, on le fait. Et s'il y en a certains qui sont intéressés pour investir, ils le font aussi. Donc il y a ce pôle-là. Il y a aussi l'échange de connaissances, donc on fait des TED. Tous les mois, il y a 2-3 TED de personnes qui viennent informer sur des sujets un peu, voilà, qui peuvent être très techniques, qui peuvent être artistiques aussi. Du TED. Voilà, du TED. Et de manière très conviviale, du networking, autour d'un repas chaleureux. On peut suivre tout ça où il y a un site web. Okay. Donc on mettra tous les liens là, bien évidemment, là, juste en dessous. Voilà. Tu recommanderais ça pour qui, par exemple? Pour qui est-ce que tu recommanderais la French Tech ou BBA? La French Tech, tous les gens qui sont ouverts et qui ont envie de rencontrer des gens passionnants, qui sont entrepreneurs ou de découvrir des nouvelles techniques, il faut y aller. Bangkok Business Angel, c'est un club qui est fermé, donc c'est par parrainage et invitation. Par contre, tout projet peut être apporté, peut être soumis, il y a les contacts sur le site. Donc non, il y a beaucoup de gens très ouverts à Bangkok. Donc tu partages ça encore pas plus. Voilà.
Est-ce que tu penses que, dernière question un peu bonus, enfin avant dernière question pour être plus précis, vous connaissez la dernière vous, mais ne lui dites pas. Selon toi, est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce que l'on le devient? Waouh. C'est l'heure de la philosophie. C'est la psychanalyse. On y va. C'est une question qui me fait triper, moi, j'adore. C'est très philosophique, très psychologique, parfois un peu psychopathe sur les bords. Ouais, je pense qu'il arrive à un certain âge, si on l'est pas, on le deviendra plus, quoi. Ça, c'est intéressant. Je sais pas si on est avec, mais je pense que dans la jeunesse, il se passe des choses. On a l'exemple des parents. Moi, j'ai l'exemple de mes parents qui ont toujours travaillé pour y arriver, qui, étant entrepreneurs, n'ont pas pris de vacances non plus pendant certaines années. Voilà, il y a des sacrifices. Il y a cet exemple-là qui ne s'apprend pas à l'école, qui est la vie simplement. C'est l'expérience de la vie. Ouais. Donc, je pense qu'à l'adolescence, même si on n'a pas dans l'idée d'être directement entrepreneur, d'avoir envie de créer son entreprise à 13 ans, 15 ans, 17 ans, c'est pas grave. Si on a cette expérience, si on a ce vécu-là au sein de la famille, et si on n'a pas le vécu, comment on fait? Ah, mais ça peut, ce vécu-là peut être aussi au sein de, si on va sur les bancs d'école et qu'on socialise en dehors que derrière un smartphone ou une tablette, on va se faire des amis, on va voir des gens, on va être invité chez ses amis, à la French Tech Thaïlande par exemple. Voilà. On s'ouvre sur le monde et c'est pas forcément, moi je parle de l'exemple des parents, parce que très bien, c'est ce que j'ai eu, mais c'est ça peut se révéler de plusieurs manières. Ça peut se révéler, il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait de parcours type. Par contre, je pense aussi à 35 ans, 30 ans, on n'a toujours pas réveillé la flamme. On n'a toujours pas réveillé la flamme. Donc tu penses qu'on est très quand même avec quelque chose et qu'on développe plus ou moins, quoi. Après, non, la flamme peut se révéler en fait. La flamme, elle peut être là. C'est peut-être des gens qui, il y a peut-être beaucoup de gens, 50 ans, 60 ans, qui se lancent, qui avaient la flamme et qui ont vécu toute une vie enchaînée, toute une vie, voilà, et qui d'un coup, pour une raison XY, il y a un élément déclencheur qui fait que voilà, il respire et il se lance. Ouais. Et c'est peut-être aussi, il y a peut-être d'autres expériences où c'est simplement qu'il y a des gens qui ont des vies de famille et qui ont envie de sécuriser ça et qui ne veulent pas prendre de risques à ce moment-là. Donc ce sont des choix de vie. Il n'y a pas un parcours typique, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de guide. Ouais. Je dirais, c'est... Parfait. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi en tout cas. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, encore une histoire super inspirante en tout cas pour ma part, j'ai pris grand plaisir à l'écouter et puis à discuter avec lui, puis c'est pas fini, je vais encore le garder un petit peu là. En tout cas vous, je vous laisse, je vous dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous si vous avez des questions, je le forwarderai de questions, il n'y a pas de problème, je le bombarderai sa boîte email. Si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas à laisser un like, à partager cette vidéo. Si vous avez des amis également qui lancent leur boîte, qui ont envie d'inspiration, de motivation, bien c'est le cas, profitez-en. Et puis si vous avez des questions également sur son parcours, des choses plus précises, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite, ciao ciao.